La parole est à Monsieur Christophe Bex. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est en tant qu'ancien postier que je m'adresse à vous aujourd'hui pour défendre une motion de rejet préalable qu'avec le groupe La France Insoumise NUPES, nous avons décidé d'opposer à cette proposition de loi. Avant de revenir avec précision sur le fond et de vous expliciter les raisons pour lesquelles nous nous opposons fermement à ce texte de loi, je veux ici vous rappeler notre héritage commun. Même si nous avons de profondes divergences, nous partageons une histoire, l'histoire de la Poste, celle du lien entre les femmes, les hommes, qui perdure depuis plus de 5 siècles avec la création des premiers relais de poste. Cette histoire a façonné notre pays, notre grammaire, notre culture. Il existe, comme l'a précisé tout à l'heure le rapporteur, un attachement très fort pour la Poste. C'est notre culture populaire. Au cinéma, avec Jour de fête, le film de Jacques Tati, ou Bienvenue chez les Ch'tis, c'est le calendrier, l'almanach du facteur, objet de culture et de collection. C'est la lettre au Père Noël, c'est la 2 chevaux, puis la 4L jaune. C'est le facteur ou la factrice qui rentre dans tous les logements et maisons, et c'était souvent la seule visite et conversation quotidienne pour de nombreuses personnes. Pour de nombreux jeunes des régions sinistrées économiquement, pour les territoires d'outre-mer, les PTT, c'était un statut et un revenu. C'était une fierté, une possibilité de s'insérer dans la société et de bénéficier de l'ascenseur social. J'étais un de ces jeunes en 1983. Si nous sommes en République aujourd'hui, nous le devons un peu, beaucoup à la Poste et à son organisation. Je rappelle un fait historique majeur qui va bouleverser à jamais notre destin national et changer la face du monde. Le 21 juin 1791, un maître de poste, M. Jean-Baptiste Drouet, à Sainte-Ménéhould, reconnaît un passager lors d'une halte dans son relais. Cet homme, c'est le roi Louis XVI en fuite. Dès ma nomination au PTT en 1983, je vais assister à l'intérieur de cet établissement à la mort lente d'une entreprise nationale, administration d'État, fleuron du service public français. L'année 84 sonne le glas avec le rapport Chevalier qui préconise alors une scission des PTT, des réformes de structure et un recours massif au privé. Le mouvement de déréglementation du service postal en France s'accélère en 1987. Il s'appuie sur 2 postulats étroitement liés, toujours plus d'Europe et toujours plus d'ouverture à la concurrence. Mais le démembrement de l'ancien édifice des postes et télécommunications, les PTT, symbole des services publics auxquels la population a été et reste encore très attachée, n'a pu se faire que progressivement sous la durée, avec une certaine duplicité des différents gouvernements qui se sont succédés. C'est la stratégie de la grenouille que l'on place dans un récipient contenant de l'eau chauffée progressivement pour mieux l'engourdir et qui finit par l'ébouillanter. La stratégie appliquée au PTT et à ses 450 000 fonctionnaires va servir et sert de laboratoire pour les autres secteurs comme l'énergie, les transports et maintenant la santé et au sein même de l'éducation. Une stratégie directement inspirée des politiques néolibérales des pays voisins qui ont érigé la concurrence effrénée comme valeur cardinale de leur action. En mai 90, l'Assemblée nationale adopte la réforme des PTT. Le 1er janvier 1991, La Poste et France Télécom perdent leur statut d'administration et deviennent 2 établissements autonomes de droit public, des EADP.
Cela permet ainsi de recruter des salariés de droit privé en lieu et place des fonctionnaires et des contractuels de droit public. La Poste, par la suite, va devenir une société anonyme à capitaux publics en 2012. Le tout se faisant bien évidemment sous l'impulsion néolibérale de l'Union européenne qui imposait progressivement la privatisation et l'ouverture à la concurrence d'un grand nombre de ses missions, telles que la gestion des lettres dont le poids est supérieur à 100 grammes, pour ne citer qu'un seul et unique exemple. Une nouvelle étape dans le processus de transformation de la Poste en un vaste groupe privé déconnecté de ses missions de service public et ensuite franchie en 2020 avec l'ouverture du capital de la dite entité. L'État ne possède plus qu'un tiers des parts, le reste appartenant désormais à la Caisse des dépôts. Vous serez d'accord avec moi, mes chers collègues, pour affirmer que nos services publics constituent le socle de notre quotidien, provenant de conquêtes sociales et de choix politiques émancipateurs. Pourtant, vos exigences de rentabilité poussent la Poste à s'éloigner de plus en plus de cette philosophie au profit d'une logique de comptabilité dévastatrice tant pour les usagers que pour les salariés. Le courrier, qui est de fait non rentable et ainsi méthodiquement dégradé, en témoigne. Les nombreuses fermetures de bureaux de poste de plein exercice, la réduction de la fréquence de distribution, 1 jour sur 2, ou encore l'augmentation du délai de livraison, le J+3 devient la norme. Aujourd'hui, monsieur le rapporteur, comme beaucoup avant vous, des ministres, des experts, des économistes, des directeurs nous ont expliqué qu'il fallait changer la Poste pour mieux la préserver, engager une accélération nécessaire des réformes, bouger avec la Poste comme le proclamait le célèbre slogan de 1986. Mais pour quel résultat pour les usagers? Mais pour quel résultat pour les salariés? Mais pour quel résultat pour le service public? Mais pour quel résultat pour le bien vivre ensemble? Est-il réellement nécessaire, mes chers collègues, de rappeler que la privatisation de la Poste, comme celle de nombreux services publics, a été faussement présentée comme devant améliorer le service rendu aux usagers? À cela s'ajoute un changement stratégique majeur de la Poste qui se concentre désormais autour d'activités bien plus rentables que sont les colis et la finance, au détriment du courrier qui ne représente que 20% de son chiffre d'affaires. Les résultats financiers sont certes au rendez-vous, me diriez-vous, mais ils ne sont évidemment plus alloués à un renforcement des missions de service public. Bien au contraire, sur les 2,1 milliards de bénéfices réalisés l'an passé, plus d'un tiers, c'est-à-dire 724 millions, ont été distribués aux actionnaires. La Poste ne serait-elle devenue qu'une simple machine à faire de l'argent? Permettez-moi de me questionner. Ainsi, le démantèlement des services publics suit partout le même chemin, qu'il s'agisse de la Poste, de la SNCF ou de la RATP, justifiant dès lors la mise en œuvre de réformes avec les mêmes effets dévastateurs. Il faut donc vous reconnaître une cohérence dans la manière de faire. Vous laissez le service public se dégrader et vous venez ensuite nous expliquer la main sur le cœur que la privatisation est le seul remède capable de faire face à cette situation. Sauvons le service public en le détruisant. En outre, le processus de privatisation et d'ouverture à la concurrence a comme triste corollaire une véritable saignée dans les effectifs de la Poste, avec la suppression de près de 70 000 emplois en 20 ans. Outre la situation dramatique de ces dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, ces innombrables suppressions de postes se traduisent parallèlement par une augmentation de la charge de travail pour les postiers, ainsi que par l'instauration d'un climat social délétère où le quotidien des salariés se trouve être rythmé par la crainte de se faire licencier, en particulier pour les travailleurs précaires, les CDD+, les intérimaires, qui sont les premiers sacrifiés lors des phases de restructuration.
Merci. Les nombreuses coupes dans les effectifs corrélées aux réorganisations successives ainsi qu'à la transformation du travail vers un objectif de rentabilité ont engendré une exploitation de la misère de ces travailleurs et des conséquences meurtrières sur les postiers. L'ignominie est atteinte en 2013 avec le suicide d'un cadre de la Poste sommé de travailler alors qu'il était en burn-out et contraint de réaliser un document de communication interne sur les suicides au sein de l'entreprise. Entre 2008 et 2012, le syndicat Sud cite un recensement officieux de la direction faisant état de plus de 200 suicides sur la période. Au nom du libéralisme triomphant, cette perversité des méthodes et la novlangue managériale brisent les vies, brisent les esprits et brisent les corps. Est-ce vraiment cela la vision si spécifique du service public à la française? L'État est coupable, mes chers collègues, d'imposer de telles exigences de rentabilité et d'accepter de toucher des dividendes importants pendant que les salariés se suicident et que les services rendus aux usagers se dégradent. Dans ce contexte, votre choix de fusionner les instances de représentation du personnel au sein d'un unique comité social et économique dans cette entreprise qui bénéficiait jusque-là d'un statut sur mesure va aggraver la situation. C'est une diminution du nombre de représentants du personnel sur le terrain, donc une perte de proximité entre les salariés et leurs représentants. C'est bien un recul au niveau de la représentation et de la défense des intérêts du personnel. Cela provoquera des conséquences dramatiques. Cette réforme viendrait effectivement diviser par 5 le nombre d'instances représentatives par rapport au nombre de comités techniques préexistants. Il n'est donc pas acceptable que la sécurité et la santé du personnel soient sacrifiées sur l'autel de la rentabilité. C'est le faire plus avec moins au niveau syndical. Vous ne pouvez pas, mes chers collègues, me reprocher d'être dogmatique quand une étude du comité d'évaluation des ordonnances en décembre 2021 met lui-même en exergue les risques que sous-tendent la fusion des différentes institutions de représentation du personnel au sein d'une unique instance, le CSE. À titre d'illustration, le taux de couverture par une instance qui traite de la santé et de la sécurité au travail est passé de 53% des entreprises avant la réforme à 21% aujourd'hui. Alors que les Français souffrent, que le repli des services publics vient saper la cohésion sociale dans notre pays, faisant bien souvent des postières et des postiers les principaux réceptacles de la misère sociale et du délitement dramatique des liens sociaux, vous faites le choix de dégrader encore plus le service de la Poste, déjà largement entaché par les choix politiques antérieurs guidés par une idéologie désastreuse. Il ne se passe pas une séance de questions au gouvernement sans que le destin des territoires, des communes, des populations abandonnées soit évoqué par tous les bancs de cette Assemblée. Nous avons en France la chance d'avoir la Poste. Alors faisons en sorte de construire un grand établissement national du lien et du service public au plus près de la population. Faisons des postiers et des postières les hussards jaunes du service public. Par conséquent, cette proposition de loi qui consiste à mettre fin au régime spécifique de représentation du personnel au sein de la Poste pour l'aligner sur le régime applicable aux services privés est un pas supplémentaire dans le processus rampant de privatisation de la dite entité, se faisant ainsi au détriment du personnel et des plus fragiles qui paieront le prix fort de cette nouvelle dégradation. Il n'y a pas de doute, la casse des services publics est bien la seule boussole de votre action. À travers cette loi, c'est la vie quotidienne de millions de personnes qui est mise à mal. En conséquence, pour le bien de toutes et de tous, nous demandons le rejet de ce texte. Merci. Merci, Monsieur Bex.
La